Mardi, elle a mis son père au repos. J'étais en Mercredi, son mari a demandé le divorce. J'étais en irrégularité financière. Angit et que dès vendredi, il était marié à une autre femme. Il se tenait juste quelques pieds loin d'elle aux funérailles, tenant son propre parapluie pendant qu'elle faisait son deuil. Ceci est, strictement une affaire musique d'affaires. Mais maintenant, ce qu'il a échoué de considérer, ce qui n'a jamais traversé son esprit, était que le concierge silencieux qui l'a élevé était en fait un milliardaire caché. Renifle. Alors quand il a fièrement marché dans un gala avec sa nouvelle femme à son bras, il marchait directement dans la plus grande erreur de sa vie. Avant que nous continuions, si vous avez jamais été sous-estimé pour être silencieux, j'ai dit, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. C'est un jour parfait pour le parc. Nous sommes sur le point de voir si loyauté et patience ont encore une place dans ce monde, parce que ce qui se déroule ensuite vous fera tout questionner. Cette histoire vous enseignera que vraie richesse n'est pas ce que vous possédez, mais qui vous devenez quand personne ne regarde. Et parfois, les gens qui vous sous-estiment vous tendent simplement la plus grande opportunité de leur prouver tort. Les machines faisaient la respiration pour lui parce que son propre corps ne le pouvait plus. Maya a posé sa main sur le métal froid du lit d'hôpital, ses jointures devenant blanches alors qu'elle écoutait le rythme mécanique non naturel. Il y avait le sifflement du ventilateur et le bip constant du moniteur. Les lumières au plafond bourdonnaient d'un son terne et indifférent. Elle regardait la poitrine de son père monter et descendre, mais ce n'était pas sa propre force qui faisait le travail. « Papa » a-t-elle murmuré, se penchant si près qu'elle pouvait sentir l'antiseptique sur sa peau. « J'ai juste besoin que tu te battes pour moi une fois de plus. » Sa main était chaude dans la sienne, encore rugueuse d'une vie de travail. C'était une main assez forte pour s'accrocher, mais pas assez forte pour se réveiller de cela. Les médecins ont utilisé des mots doux comme déclinants et non réactifs. Le langage semblait beaucoup trop doux pour la dure réalité de la situation. Son père mourait et aucune quantité de formulation prudente ne pouvait changer ce fait. Elle était assise dans cette pièce depuis 48 heures sans pause. Elle n'avait pas dormi ni mangé un vrai repas. Survivant seulement de café qui avait le goût de regret et de la douleur dans son dos à cause de la chaise de la salle d'attente. Son mari Marcus avait envoyé 2 messages textes. L'un demandait si elle avait besoin de quelque chose. L'autre l'informant qu'il serait en retard. Elle n'a répondu à aucun d'eux. Dehors les murs de l'hôpital, la ville était vivante. Les voitures klaxonnaient et les gens riaient. Le monde avançait, complètement inconscient que le sien s'effondrait. Mais à l'intérieur de cette pièce stérile, le temps avait ralenti jusqu'à une lenteur, se sentant lourd et oppressant, comme si la gravité elle-même pesait sur elle, voyant juste combien elle pouvait prendre avant qu'elle ne se brise. Son père l'avait élevée tout seul. Il n'a jamais demandé d'aide ni s'est plaint. Il a juste fourni un amour stable, tranquille, qui était là pour elle chaque jour. Quand elle avait 7 ans, il lui a appris comment attacher ses chaussures. Quand elle avait 12 ans, il lui a montré comment changer un pneu sur une voiture. Quand elle avait 16 ans, il lui a appris que les gens qui parlent le plus fort ont souvent le moins de valeur à dire. Et quand elle avait 20 et lui a dit qu'elle y allait se marier, il n'a pas offert son approbation immédiatement. Il a simplement observé Marcus de l'autre côté de la table du dîner, posant des questions qui semblaient un peu trop tranchantes à l'époque. Après, il lui a fait un câlin et a dit « Je te fais confiance pour savoir ce qui est dans ton propre cœur. » Il n'a pas dit « Oh, je lui fais confiance. » Il a dit « Oh, correct, je te fais confiance. » Elle n'avait pas saisi la différence à l'époque, mais cela devenait clair comme du cristal maintenant. Une infirmière s'est glissée dans la pièce, ses mouvements silencieux alors qu'elle vérifiait les moniteurs et faisait de petits ajustements au tube. Elle a évité de regarder Maya. Elle avait vu cette scène trop de fois auparavant et savait comment cela allait finir.
Le téléphone de Maya a vibré de sa poche, mais elle l'a ignoré. Puis elle a vu les doigts de son père tressauter. Elle s'est assise instantanément, son cœur battant dans sa poitrine. Papa. Ses lèvres ont bougé, mais aucun mot n'est sorti. Elle s'est penchée plus près, désespérée d'entendre tout ce qu'il pourrait dire. Il a finalement réussi à prononcer 3 mots, chacun lent et tendu. Va à la banque. Et puis les moniteurs ont commencé à crier. Les infirmières se sont précipitées dans la pièce, guidant doucement Maya dans le couloir, où elle ne pouvait que se tenir debout et attendre qu'elle lui dise ce qu'elle savait déjà dans son cœur. Son père était parti et elle n'avait aucune idée de ce que ces derniers mots signifiaient. Et en grandissant, Maya a juste supposé que chaque père travaillait 2 emplois. Le sien le faisait certainement. Elle se souvenait de lui rentrant d'une longue journée, l'air fatigué, mais ayant toujours un sourire prêt pour elle. Elle pensait que chaque papa était un expert pour réparer un robinet qui fuyait et pouvait raconter les histoires du soir les plus incroyables. Le sien le pouvait. Pendant la journée, il était concierge à l'école primaire locale. Et la nuit, il faisait des travaux d'entretien à l'église 3 fois par semaine. Ses week-ends étaient passés à aider des voisins avec des réparations qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Il le payait avec des repas faits maison, une profonde gratitude et un respect sincère. Il n'a jamais semblé épuisé ou en colère. Il travaillait simplement, rentrait à la maison, cuisinait le dîner et lui demandait des nouvelles de sa journée comme si c'était l'événement le plus important du monde. Il vivait dans un petit appartement d'une chambre. Elle avait la chambre. Il a dormi sur le canapé pendant 16 ans et pas une seule fois il ne lui a fait sentir que c'était un sacrifice. Ils n'avaient pas beaucoup de possessions, mais tout ce qu'ils possédaient était gardé propre, organisé et soigné. Son père pliait ses uniformes de travail avec le même niveau d'attention que d'autres hommes donnaient à leurs costumes coûteux. Il polissait ses bottes de travail chaque dimanche soir. Le calendrier sur leur réfrigérateur avait tous ses événements scolaires entourés d'encre rouge vif. Il n'en a jamais manqué un seul. D'autres enfants avaient des parents qui arrivaient en tenue de travail, portant des montres coûteuses et conduisant de nouvelles voitures. Son père se présentait dans son uniforme de concierge avec la légère odeur de produits de nettoyage de sol encore sur lui, et il s'asseyait au dernier rang pour éviter de l'embarrasser. Mais elle n'a jamais été embarrassée, pas même un instant. Parce que pendant que les autres parents étaient occupés à vérifier leur téléphone pendant le récital de l'école, son père la regardait comme si elle était la seule personne dans toute la pièce. Il lui a enseigné des choses qui semblaient inhabituelles pour un concierge. Il lui a montré comment lire un contrat et repérer les détails cachés. Il lui a appris comment savoir si quelqu'un mentait en regardant ses mains au lieu de son visage. Il a expliqué comment entrer dans une pièce et identifier qui détenait le vrai pouvoir par rapport à qui faisait seulement semblant. « L'argent parle, ma petite fille », lui disait-il pendant qu'ils faisaient la vaisselle ensemble. Mais le caractère chuchote et les gens qui valent votre temps sont ceux qui savent écouter ce chuchotement. Elle ne comprenait pas la plupart de ses leçons à l'époque, mais elle ne les a jamais oubliées. Quand elle a reçu sa lettre d'acceptation pour l'université, il a pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de fierté pure. Le genre qui rendait tout son visage doux de joie. « Tu vas faire des choses que je n'ai jamais pu faire. » Il lui a dit. « Tu as tout fait, a-t-elle répondu. » Il a simplement secoué la tête. « Non, j'ai choisi de faire quelque chose de différent. Il y a une distinction. » Elle ne lui a pas demandé ce qu'il entendait par là. Maintenant, elle souhaite qu'elle l'ait fait parce qu'en regardant en arrière, elle pouvait voir tous les petits moments qui n'avaient jamais tout à fait de sens. La façon dont il parlait, les types de livres qu'il lisait, le fait que les guichetiers à la banque le connaissaient tous par son nom sans avoir besoin d'une introduction. Son père n'était pas juste un concierge. Il était un concierge pour une raison spécifique, et elle était sur le point de découvrir pourquoi. Il pleuvait le jour où ils l'ont enterré. Ce n'était pas le genre de pluie douce qui ressemble à de la tristesse. C'était le genre agressif,
le genre qui s'infiltre à travers votre manteau et transforme le sol en boue épaisse. Cela vous fait vous demander si le ciel lui-même est en colère. Maya se tenait au chevet de la tombe, enceinte de 6 mois. Marcus se tenait à côté d'elle, tenant son propre parapluie. Elle l'a remarqué tout de suite, non pas parce qu'elle attendait un geste romantique, mais parce que lorsqu'une forte rafale de vent est soufflée de la pluie sur son visage, il n'a pas bougé. Il n'a pas essayé de la protéger. Il est juste resté au sec, regardant son téléphone. Un par un, les gens s'approchaient d'elle pour lui offrir un câlin. Ils disaient des choses qui étaient censées être réconfortantes, mais elle ne l'était pas. Il est dans un meilleur endroit. Au moins, il ne souffre plus. Dieu avait besoin d'un autre ange. Elle a juste hoché la tête et les a remerciés. Elle leur a permis de penser que leur parole est digne, mais ce qu'elle voulait vraiment crier était « Il n'est pas dans un meilleur endroit ». Le meilleur endroit était ici avec moi. Il aurait dû être ici pour me voir devenir mère, pour rencontrer son petit enfant, pour rester. Marcus a vérifié sa montre 2 fois pendant le service funèbre. Quand le pasteur a invité quiconque à partager leurs souvenirs, Marcus est resté silencieux. Maya a parlé des mains de son père, comment elle n'était jamais inactive, toujours à réparer quelque chose, toujours à construire, toujours stable quand les siennes tremblaient. Sa voix s'est brisée au milieu de son discours et elle a dû s'arrêter. Marcus n'a pas tendu la main pour la réconforter. Quand le cercueil a été descendu dans le sol, elle s'est avancée pour placer une rose dessus. Ses talons ont immédiatement coulé dans la boue humide. Ses genoux ont presque lâché. Une femme âgée de l'église lui a rapidement attrapé le coude, la stabilisant avec un doux murmure. « Je t'ai, chérie. » Marcus n'a même jamais remarqué. Plus tard, tout le monde est retourné à l'église pour manger après l'enterrement. Ils ont servi des sandwichs que personne ne voulait et du café qui est rapidement devenu froid dans des tasses en papier fine. Tout autour d'elle, les conversations bourdonnaient, se sentant beaucoup trop fortes pour une journée si lourde. Épuisée, Maya a trouvé un coin tranquille et s'est assise, frottant doucement son ventre. Le bébé donnait des coups de pied plus que d'habitude, presque comme s'il pouvait sentir que quelque chose n'allait pas du tout. Il a fallu à Marcus 20 minutes complètes pour la trouver. Il n'a pas demandé. Il a juste annoncé « J'ai besoin de partir un peu ». Confuse, elle l'a regardé. « Maintenant » a-t-elle demandé. Il a répondu « Oui, c'est ce truc de travail que j'ai mentionné la semaine dernière ». Elle n'en avait aucun souvenir. L'avait-il dit? Peut-être que le chagrin l'avait simplement effacé de son esprit. Cela n'avait pas vraiment d'importance de toute façon. « D'accord » a-t-elle murmuré. Il lui a donné un baiser rapide et habituel sur le dessus de la tête. Cela semblait complètement vide. Il a promis « Je te verrai ce soir », mais il n'est jamais rentré à la maison. À 22 heures ce soir-là, elle était toujours assise seule dans leur appartement, vêtue des mêmes vêtements qu'elle portait aux funérailles, fixant juste son téléphone. Il n'y avait pas de SMS, pas d'appel et pas d'explication. Il n'y avait que le silence et une réalisation soudaine et froide l'envahissant. Elle venait d'enterrer le seul homme qui avait jamais vraiment été là pour elle. Son propre mari, réalisa-t-elle maintenant, s'était retiré de leur mariage bien avant les funérailles. Elle n'avait juste pas été prête à faire face à cette vérité jusqu'à ce moment précis. La confirmation finale ne vint pas de lui ou d'une conversation, ou même d'une rumeur. Elle vint d'une photo taguée sur Instagram. Il était presque minuit quand elle s'est finalement arrachée du canapé. Elle a réussi à changer sa robe de deuil, à laver la journée de son visage et à se glisser dans son lit. Tout son corps était endolori par la tristesse, mais son esprit refusait de s'arrêter. Par pure habitude, elle a ouvert son téléphone et a commencé à faire défiler, désespérée de trouver n'importe quelle distraction des 2 faits écrasants. Son père était parti et son mari n'était toujours pas rentré. Et c'est alors qu'elle l'a vu. Une photo de Marcus assis dans un restaurant qu'elle connaissait bien. C'était un endroit cher avec un éclairage tamisé et des bougies sur la table.
Il était assis en face d'une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas une collègue de travail ou une cliente. Elle était jeune et parfaitement mise, le genre de jolie qui prend beaucoup de temps et d'argent. Elle se penchait près, riant de quelque chose qu'il avait dit. Il était adossé à sa chaise, l'air détendu et souriant d'une manière que Maya ne l'avait pas vu sourire depuis des mois. La légende disait « Nouveau début », complète avec des emojis de verre qui s'entrechoquent et d'étincelles. Cela avait été posté il y a juste 1 heure. Maya a regardé la photo sur son téléphone jusqu'à ce que ses yeux deviennent flous. Les larmes ne sont pas venues immédiatement. Elle est juste restée assise là, téléphone à la main, sentant le pouls frénétique de son propre cœur dans sa gorge. Son père avait été mis au repos moins de 12 heures auparavant. Et voici son mari en train de célébrer un nouveau départ. Elle a tapé sur le profil de la femme, Isabelle Chun, une directrice marketing avec 73 000 abonnés. Chaque photo ressemblait à une publicité pour une vie parfaite que Maya savait qu'elle n'aurait jamais. Maya a commencé à faire défiler l'activité en ligne récente de Marcus. Elle a vu une trace de j'aime sur les publications d'Isabelle qui remontaient à 3 mois entiers. Il y avait des commentaires un peu trop amicaux, un schéma clair. Elle avait soit été trop confiante, soit juste trop épuisée pour le voir avant. Ses mains ont commencé à trembler, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus aigu, un sentiment comme si son corps reconnaissait enfin la trahison que son esprit avait repoussée. Elle s'est levée, est allée dans la salle de bain et a agrippé les bords de l'évier, fixant son propre reflet. Enceinte, épuisée, complètement seule, et mariée à un homme qui n'avait même pas eu la décence d'attendre une journée entière après les funérailles de son père, avant d'emmener une autre femme en ville. Elle n'a rien cassé. Elle n'a pas poussé de cri et elle ne l'a pas appelé. Elle est simplement restée là, prenant de lentes et profondes respirations, sentant le bébé remuer en elle. Après un moment, elle laisse retourner au lit et poser son téléphone sur la table de chevet et a décidé d'attendre. Marcus est finalement rentré à 2h14 du matin. Elle a entendu la porte s'ouvrir, le bruit de ses clés atterrissant sur le comptoir et ses pas résonnant dans le couloir. Il n'est même jamais venu la voir. Il est allé directement à la chambre d'amis. À cet instant, Maya a su que leur mariage était terminé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est à quel point les choses allaient en devenir pires. Il a attendu le matin pour parler, non pas parce qu'il était prévenant, mais parce que les lâches préfèrent faire leur sale besogne à la lumière du jour. Maya était dans la cuisine, juste en train de regarder une tasse de café qu'elle n'avait aucune intention de boire. Quand Marcus est entré, il avait l'air bien reposé, fraîchement douché et apprêté comme s'il s'était entraîné pour ce moment. « Nous devons parler », a-t-il dit. Elle n'a pas répondu, se contentant de l'observer, attendant ce qu'elle savait être imminente. Il s'est assis en face d'elle et a plié ses mains soigneusement comme si c'était une sorte de réunion d'affaires. « Je pense que nous savons tous les deux que cela ne fonctionne pas », a-t-il commencé. Son estomac a chuté, mais elle a gardé son expression parfaitement immobile. « J'ai été malheureux pendant un certain temps, et je crois que toi aussi. Nous ne voulions juste pas l'admettre. Un rire amer lui a presque échappé. Nous, comme si c'était une décision qu'ils avaient prise ensemble, comme si c'était elle qui avait été distante. « Je veux un divorce », a-t-il dit. Les mots étaient plats et définitifs. Il n'y avait aucune hésitation, aucun soupçon de regret. Elle a senti le bébé donner un coup de pied vif, comme si même lui pouvait sentir que quelque chose n'allait terriblement pas. « Tu es sérieux » a-t-elle déclaré doucement. « Je le suis. Mon père est mort il y a 2 jours. Je sais, je suis désolé pour cela, mais son décès ne change pas où nous en sommes. Où nous en sommes, comme si leur mariage entier n'était qu'un endroit où ils étaient tombés par erreur. Je soutiendrai le bébé, continua-t-il, sa voix sonnant comme s'il négociait un contrat. Financièrement, je ne me déroberai pas à cette responsabilité. Mais quant à toi et moi, nous avons fini. J'ai rencontré quelqu'un. C'était fait. Elle l'a regardé fixement, le voyant vraiment pour la première fois.
C'était l'homme en qui elle avait placé sa confiance, l'homme qu'elle avait choisi, l'homme qui lui avait promis l'éternité devant tous ceux qu'il chérissait. Et maintenant il était assis là, parfaitement calme, démantelant sa vie comme si ce n'était qu'une pile de paperasse. J'ai déjà parlé à un avocat, a-t-il ajouté. J'aurai tous les documents rédigés d'ici la fin de la semaine. Tu n'auras pas grand-chose à faire. Juste signer. Juste signer, a-t-elle répété, sa voix creuse. Oui, j'essaie de rendre cela aussi facile que possible pour toi. Facile. Elle a eu l'envie de crier, de lui lancer quelque chose à la tête. Elle a voulu lui demander comment il pouvait lui faire cela maintenant, de cette manière, sans même prétendre ressentir un soupçon de culpabilité. Mais elle s'est retenue parce qu'un conseil que son père lui donnait souvent a soudainement résonné dans son esprit. Quand quelqu'un vous montre ses vraies couleurs, croyez-le la première fois. Marcus venait de révéler exactement qui il était et elle le croyait. D'accord, a-t-elle dit. Il a cligné des yeux, visiblement surpris. On aurait dit qu'il s'était préparé à un combat. D'accord, oui, si c'est ce que tu veux, alors d'accord. Il s'est levé, l'air visiblement soulagé. Je pense vraiment que c'est la bonne décision pour nous deux. Et elle n'a rien dit. Il s'est retourné et a quitté la pièce, puis l'appartement, la laissant assise là, enceinte de 6 mois et toute seule. Ce fut à ce moment qu'elle se souvint des tout derniers mots de son père. « Va à la banque ». Elle a attrapé son manteau et est sortie directement par la porte. Si vous croyez qu'abandonner quelqu'un à son point le plus bas est un jour excusable, vous devez continuer à écouter parce que ce qui est sur le point d'arriver vous forcera à reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté. La banque ne ressemblait pas à une banque typique. Elle ressemblait plus à une chambre forte où les secrets étaient gardés en sécurité. Maya a traversé le vaste hall, passant devant d'imposantes colonnes de marbre et des lustres qui semblaient bien trop extravagants pour un endroit qui était censé gérer l'argent des gens ordinaires. Les talons de ses baskets couinaient sur le polymiroir du sol. Elle se sentait complètement déplacée, comme si elle était mal habillée et non préparée à ce qui allait arriver. Une femme en costume d'aspect coûteux l'a approchée avant même qu'elle ne puisse atteindre le bureau d'information. Mademoiselle Richardson. Maya a figé. Oui, nous vous attendions. Veuillez venir avec moi. Elle n'avait pas appelé à l'avance ni pris de rendez-vous, mais d'une manière ou d'une autre, il l'attendait. La femme l'a menée devant le comptoir principal à travers une lourde porte sécurisée qui nécessitait une carte-clé pour s'ouvrir et le long d'un couloir qui était anormalement silencieux. Elles sont entrées dans une pièce privée sans fenêtre. Un homme qui semblait avoir la soixantaine, aux cheveux gris et aux yeux doux, s'est levé à son entrée. Il avait un calme en lui qui suggérait qu'il avait déjà tout vu. « Mademoiselle Richardson, a-t-il dit d'une voix douce, mon nom est Victor Kane. J'ai été le gestionnaire de compte de votre père pendant 32 ans. Je suis profondément désolé pour votre perte. » Elle ne pouvait que hocher la tête, une boule se formant dans sa gorge. Il m'a dit de venir ici juste avant elle n'a pas pu se résoudre à finir la phrase. Victor a fait un geste vers une chaise. Il savait que vous le feriez. Il a fait des arrangements très spécifiques. Il a ensuite placé une petite boîte métallique sur la table qui les séparait. Les chiffres 1, 2, 4, 7 étaient gravés sur sa surface. Cette boîte nécessite 2 clés pour s'ouvrir, a expliqué Victor, en sortant une de l'intérieur de sa veste de costume. La vôtre aurait dû être avec ses effets personnels. Maya a fouillé dans son sac à main et a sorti la grande enveloppe que l'hôpital lui avait donnée. À l'intérieur se trouvait l'alliance de son père, sa vieille montre et une petite clé en laiton qui n'avait rien signifié pour elle jusqu'à ce moment précis. Elle l'a passée à Victor. Il a glissé les 2 clés dans leur serrure et les a tournées en même temps. Il y a eu un clic satisfaisant. Victor a soulevé le couvercle de la boîte puis a reculé d'un pas. « Je vous laisse pour avoir un peu d'intimité. Veuillez prendre tout le temps dont vous avez besoin. » Il a quitté la pièce silencieusement et a fermé la porte derrière lui. Maya a juste regardé la boîte ouverte.
Au-dessus se trouvait une pile de papier maintenue par une pince à relier noir et une enveloppe scellée avec son nom écrit dessus de la main familière de son père. Mais en dessous de tout cela se trouvait quelque chose qui la fit halter. C'était une collection de vieilles photographies. L'une montrait son père, qui semblait avoir environ 25 ans, debout fièrement devant un grand manoir, vêtu d'un costume plus cher que tout ce qu'elle l'avait jamais vu porter. Il était entouré d'un groupe de personnes qui semblaient posséder le monde entier. Elle a tourné pour voir l'élément suivant, qui était une coupure de journal fanée mais toujours lisible. Le titre disait « Hartwell Air disparaît après une dispute familiale ». Elle a vérifié la date. C'était il y a 34 ans. Le nom imprimé sous le titre était James Hartwell III. Elle a regardé la photographie. C'était définitivement son père, mais ce n'était pas son nom. Ses mains ont commencé à trembler alors qu'elle tendait la main vers la pile de documents. La première page était une fiducie légale créée il y a 28 ans et mise à jour juste 3 semaines avant la mort de son père. La bénéficiaire était listée comme Maya Richardson. Le fiduciaire était Victor Kane. Elle a rapidement parcouru des termes légaux qu'elle comprenait à peine. Elle a vu des phrases comme irrévocable et intérêt protégé et quelque chose appelé une clause d'exclusion du conjoint. Puis ses yeux se sont posés sur un nombre au bas de la 3e page. Elle l'a lu une fois, puis l'a relu, et puis une 3e fois parce que cela ne pouvait juste pas être réel. Son père, l'homme qui avait travaillé à frotter les sols pendant 35 ans, lui avait laissé quelque chose qui n'avait absolument aucun sens. Ce n'était pas une maison ou un compte d'épargne. C'était un empire avec des mains tremblantes. Elle a ouvert l'enveloppe scellée. La lettre à l'intérieur était sur du papier ordinaire. Il n'y avait pas de logo ou d'entête, juste l'écriture soignée de son père légèrement penchée vers la droite, comme toujours quand il prenait son temps. « Ma petite fille, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Et je suis tellement désolé. Je n'ai pas pu être celui qui te dirait cela moi-même. Mais certaines vérités sont juste plus faciles à accepter après que tu aies vécu assez de vie pour comprendre pourquoi elles sont si importantes. Mon nom n'a pas toujours été James Richardson. Je suis né James Hartwell III, l'héritier d'une famille qui se souciait plus de son héritage que de l'amour et plus du contrôle que du caractère. Mon père a bâti un empire, mon grand-père l'a agrandi, et on attendait juste de moi que je le fasse perdurer. Aucune question posée, aucune déviation du chemin, aucun choix de ma part. Puis quand j'avais 26 ans, j'ai rencontré ta mère. Elle travaillait dans une petite librairie près de l'université. Elle portait toujours ses cheveux en une seule tresse et lisait de la poésie pendant ses pauses déjeuner. Elle me faisait rire d'une manière dont je n'avais jamais su que j'en avais besoin. Elle ne se souciait pas de mon nom de famille et elle ne se souciait certainement pas de l'argent. Elle se souciait de la personne que j'étais quand personne d'autre n'était là. Je voulais l'épouser. Ma famille a refusé. Ce n'était pas parce qu'elle n'était pas assez bien pour eux, mais parce qu'elle ne faisait pas partie de leur plan directeur. Ils voulaient des alliances stratégiques, des fusions, des arrangements commerciaux qui auraient bonne allure dans les journaux financiers. Alors, ils m'ont présenté un choix, la fortune familiale ou l'avenir que je voulais réellement. Je l'ai choisi et ils se sont assurés que je paierais pour cette décision. Maya a dû arrêter de lire pour essuyer les larmes de ses yeux avant de continuer. Ils m'ont coupé complètement, m'ont renié en public et ont effacé mon nom de chaque dossier familial comme si je n'avais même jamais existé. J'ai changé mon nom et j'ai trouvé des emplois qui ne demandaient pas de référence ou de connexion. J'ai recommencé ma vie avec rien d'autre que la femme que j'aimais et la conviction profonde qu'une bonne vie ne vient pas de l'argent. Elle vient d'avoir un sens. Ta mère et moi avons eu 6 merveilleuses années ensemble avant qu'elle ne décède en te mettant au monde. Et je te promets que ces 6 années ont été les plus riches de toute ma vie. Mais voici la partie que ma famille n'a jamais su. La partie dont je me suis occupé avant de les quitter pour de bon. Je n'ai pas juste abandonné la fortune. Je l'ai complètement restructurée. Je l'ai cachée à l'intérieur de protections légales si complexes que même leur armée d'avocats ne pouvait pas la toucher.
J'ai confié le contrôle à quelqu'un en qui j'avais confiance de ma vie. Et puis j'ai attendu. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais le sentiment qu'un jour tu en aurais besoin. L'argent a grandi silencieusement et stratégiquement géré par des gens qui comprenaient que la vraie richesse ne concerne pas ce que vous pouvez dépenser. Elle concerne la sécurité. Elle concerne d'avoir des options. Cela vous donne le pouvoir de vous protéger des gens que j'ai fuis. Le genre de personnes qui ne voient votre valeur que lorsqu'elles croient que vous leur êtes utile. Je voulais que vous grandissiez libre de ce monde. J'avais besoin que vous vous découvriez avant de découvrir ce que vous possédiez. Tombez amoureuse pour des raisons sincères pour forger votre caractère quand personne ne regardait. Et maintenant que vous avez la vérité, il y a autre chose que vous devez saisir. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes. Il s'agit de vous donner les moyens de rester exactement vous-même sans compromis, sans avoir peur et sans demander l'approbation de qui que ce soit. Maya éposait la lettre. Son père ne fuyait pas sa fortune. Il la protégeait d'elle jusqu'au moment même où elle en aurait le plus besoin. Les autres documents expliquaient tout dans un langage qui semblait à la fois froid et précis. Un accord de fiducie irrévocable. Il a été créé 6 mois après que son père ait adopté son nouveau nom. La fiducie était mise à jour tous les 5 ans. Sa dernière révision a eu lieu 3 semaines avant son décès, juste après avoir reçu le diagnostic que son temps était compté. Maya a lu le document avec soin, s'obligeant à en absorber le sens. Cette fiducie n'était pas simplement de l'argent en attente sur un compte bancaire. C'était une forteresse, soigneusement construite avec des termes légaux et une vision à long terme. Chaque actif était détenu au sein d'entités légales, les rendant inaccessibles par les poursuites, les réclamations de divorce ou les percepteurs de dettes. Son nom n'apparaissait sur aucun document public. Il n'y avait pas de registres fiscaux ou de titres de propriété, rien qui puisse jamais être retracé jusqu'à elle. Victor Kane, l'homme qui lui a présenté la boîte, a été nommé fiduciaire. Il avait le pouvoir complet de tout gérer, investir et sauvegarder. Mais il lui était interdit de dépenser un seul centime sans son autorisation écrite après son 25e anniversaire. Elle avait eu 25 ans juste 3 mois plus tôt. Une section particulière l'a fait hésiter. C'était une clause d'exclusion du conjoint. Elle l'a lu une 2e fois, essayant de déchiffrer la formulation légale, et puis cela a cliqué. Si elle se mariait un jour, son mari n'aurait absolument aucune revendication sur ses actifs. La fortune était la sienne et la sienne seule, complètement intouchable pour toujours. Ce n'était pas une punition ou un signe de méfiance envers un futur mari. C'était la forme de protection la plus élevée. Son père avait été témoin de trop de familles riches détruites par des divorces sommaires. Il avait construit une barrière autour de son avenir que personne ne pourrait jamais franchir. Pas une croqueuse de diamants, pas un escroc habile, et pas même un mari bien intentionné dans un mariage qui a juste échoué. Un mari n'avait aucune revendication du tout, ni sur le capital initial, ni sur les revenus qu'il générait, ni sur aucune partie de celui-ci. La fiducie n'appartenait qu'à elle, conçue pour être à l'abri de quiconque pourrait essayer de l'atteindre à travers elle. Son père l'avait intentionnellement écrite de cette façon parce qu'il anticipait, non pas Marcus spécifiquement, mais l'arrivée éventuelle de quelqu'un comme lui. Un homme qui apparaîtrait avec un sourire charmant et des promesses vides, pour ne disparaître que lorsque la vie deviendrait difficile. La fiducie était mise en place pour lui fournir de l'argent chaque fois qu'elle en aurait besoin. Mais une fois qu'elle recevait ses fonds, il devenait sa propriété exclusive, légalement séparée en vertu des lois de l'État. Marcus ne pourrait jamais mettre la main dessus, ni pendant un divorce, ni à aucun moment. Son père l'avait prévu, peut-être pas les détails exacts, mais il avait reconnu le schéma et il avait consacré 30 ans à s'assurer que personne ne pourrait jamais la blesser comme sa propre famille avait essayé de le blesser. Le document incluait d'autres garanties également. Il y avait des clauses concernant ses futurs enfants, des protections si elle devenait incapable de prendre des décisions par elle-même,
et des conseils sur la façon dont la fortune devrait être utilisée si elle décidait de l'utiliser. Une phrase spécifique était répétée encore et encore tout au long des documents légaux. Le bénéficiaire maintient la seule et absolue discrétion. En termes simples, c'était tout à elle de faire ce qu'elle voulait. Personne ne pouvait dicter comment elle le dépensait, l'investissait ou le donnait. Et personne n'a jamais eu à savoir que cela existait même. Son esprit se tourna vers Marcus, vers les papiers de divorce qu'il avait dit seraient prêts d'ici la fin de la semaine. Et la façon dont il présentait tout cela, comme s'il lui faisait une faveur. Il était complètement inconscient. Il n'avait aucune idée de qui était vraiment son père. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle venait d'hériter. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il abandonnait détenait maintenant plus d'influence en un seul après-midi qu'il n'en accumulerait jamais de toute sa vie. La question n'était pas si elle avait les moyens de riposter. La question était si elle le voulait même. Le conseil de son père résonnait dans ses pensées. Le vrai pouvoir, c'est de comprendre que vous n'avez pas à le brandir, mais elle n'était pas entièrement convaincue. Le pouvoir ne fait pas une grande entrée. Il est patient, et donc elle serait patiente, elle aussi. Elle a repris la lettre une fois de plus. 2 pages restaient. Maintenant que tu sais ce que tu possèdes, j'ai besoin que tu saches quelque chose de bien plus important. Qui tu es. Cet argent n'est pas ton identité. Il ne le sera jamais. Tu as été construite à partir d'autre chose, de principes, de sacrifices, de voir ce qui se passe quand une personne met l'amour avant son héritage. Je ne t'ai pas élevé sans rien pour te punir. Je t'ai élevé avec simplicité pour t'éduquer. Tu comprends ce que c'est de gagner quelque chose, d'être patient, de vivre sans, de prendre des décisions basées sur ce qui compte vraiment au lieu de ce qui est commode. La plupart des gens nés avec de l'argent n'apprennent jamais cette leçon. Ils confondent leurs ressources avec leur caractère. Ils croient que l'argent leur donne de la force, alors que tout ce qu'il fait vraiment est de les rendre bruyants. Tu n'es pas comme eux. Tu sais que la force ne concerne pas ce que tu possèdes. Elle concerne ce que tu fais quand tu ne possèdes rien du tout. Et maintenant que tu possèdes tout, j'ai besoin que tu retiennes cette leçon. Parce que voici ce qui arrivera. Les gens découvriront la vérité avec le temps. Pas immédiatement, mais un jour ils le feront. Et ce jour-là, tu verras leur vraie couleur. Les gens qui étaient avec toi quand tu n'avais rien seront avec toi quand tu auras tout. Ceux qui t'ont abandonné essaieront de revenir. Et ceux qui t'ont mal jugé voudront soudain une seconde chance. Permette-leur, non pas parce que tu leur dois quoi que ce soit, mais parce qu'observer les gens révéler leur vrai moi est l'une des éducations les plus précieuses que tu obtiendras jamais. Certains seront contrariés que tu leur aies caché cela. Laisse-les être contrariés. Tu ne dois à personne un aperçu de tes finances ou une justification de ta vie privée. Certaines personnes s'attendront à ce que tu te transformes pour devenir arrogante, négligente ou privilégiée. Prouve-leur le contraire en restant exactement la personne que tu es. Et puis il y a ceux qui te jugeront complètement mal. Ils verront ton calme et penseront que c'est une faiblesse. Ils confondront ta gentillesse avec un manque d'intelligence. Ils supposeront que parce que tu n'affiches pas ta richesse, tu n'as rien qui vaille la peine d'être affiché. Ce sont ceux-là qu'il faut surveiller. Non pas parce qu'ils peuvent te nuire financièrement, tu es maintenant à l'abri de cela, mais parce qu'ils mettront au défi ton caractère même et ta réponse à eux définira le genre de personne que tu deviendras finalement. Alors ceci, c'est mon vrai cadeau pour toi. La patience, la force d'endurer l'inconfort sans réagir, de laisser les gens croire ce qu'ils veulent pendant que tu crées quelque chose qu'ils ne pourront jamais t'enlever, de rester silencieux quand le monde s'attend à ce que tu cries. Se venger est simple, n'importe quel imbécile avec de l'argent peut ruiner quelqu'un. Mais la maîtrise de soi, la retenue, le choix de ne pas exercer ton pouvoir même quand il est disponible pour toi, c'est quelque chose de spécial. C'est un véritable héritage. Je t'aime, ma petite fille. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Tu iras plus que bien, papa. Maya a plié la lettre avec soin et l'a glissée à l'intérieur de l'enveloppe. Elle n'a pas pleuré.
Elle ne s'est pas mise en colère. Elle n'a pas appelé Marcus pour lui dire qu'il venait de commettre la pire erreur de sa vie. Elle est simplement restée assise là, les mains posées sur son ventre, sentant sa file bouger sous ses côtes, et est arrivée à la conclusion que son père avait raison. Certains combats ne valent pas votre énergie parce que les gens qui devraient me perdre n'ont pas besoin de votre aide pour le faire. Ils sont parfaitement capables de se détruire eux-mêmes. Victor est revenu 20 minutes plus tard. Il a frappé légèrement à la porte avant d'entrer, lui laissant d'un instant pour se ressaisir. « Avez-vous des questions ?» a-t-il demandé doucement. « Juste une » a répondu Maya. « Combien y a-t-il » Il s'est assis en face d'elle et a produit une seule feuille de papier avec un résumé qu'elle pouvait facilement suivre. Il listait des actions, des obligations, des propriétés immobilières, des capitaux propres et des fonds internationaux. Les investissements étaient répartis dans 12 pays différents. Les actifs avaient été rassemblés avec prudence sur 34 ans. Ils étaient gérés discrètement, jamais avec éclat, jamais avec imprudence. La valorisation totale au dernier trimestre était de 5,2 milliards de dollars. Le chiffre restait juste sur la page, un fait que son esprit refusait d'accepter. Elle l'a fixé, a relu le nombre et a essayé de le relier à l'homme qui l'avait élevé dans un minuscule appartement d'une chambre et l'avait envoyé à l'école avec des déjeuners emballés dans de vieux sacs d'épicerie. « C'est impossible », a-t-elle murmuré. « C'est une estimation conservatrice », a dit Victor. « Votre père évitait les entreprises à vos risques. Il choisissait toujours la stabilité plutôt que la croissance rapide. S'il avait été plus audacieux, ce chiffre aurait pu être substantiellement plus grand. » Elle a ressenti une vague de vertige. « Qu'est-ce que je suis censé en faire ?» Victor a offert un sourire triste mais chaleureux. « Tout ce que vous souhaitez, c'est tout le but. Vous pourriez vivre sur les intérêts et ne jamais dépenser le montant original. Vous pourriez tout donner à la charité demain. Vous pourriez même agir comme si cela n'existait pas. Cela vous appartient sans aucune condition. Quelqu'un d'autre est-il au courant de cela? Seulement moi et maintenant vous. Votre père était très prudent à ce sujet. Elle a pensé à Marcus. Elle a pensé au divorce qu'il était déjà en train de mettre en mouvement et à la façon dont il avait offert d'aider à soutenir le bébé comme s'il lui accordait une immense faveur. Il était complètement inconscient et elle n'avait aucune intention de le lui dire. « Je veux garder cela privé », a-t-elle dit avec résolution. « Personne d'autre n'a besoin de le savoir. » Victor a hoché la tête. « C'est un choix très sage. Chaque fois que vous serez prête, nous pourrons organiser des distributions. Jusqu'à ce moment-là, tout restera exactement tel quel. » Elle s'est levée, lui a serré la main et a quitté la banque de la même manière qu'elle était arrivée, seule, incertaine et en deuil, mais fondamentalement changée parce qu'elle était maintenant consciente de quelque chose que Marcus ne l'était pas. La femme qu'il avait jetée n'était pas brisée. Elle était fortifiée et la patience, tout comme son père le lui avait enseigné, était l'arme la plus formidable qu'une personne puisse posséder. 3 semaines après ce jour, les photos du palais de justice sont apparues en ligne. Marcus et Isabelle, mariés rapidement et publiquement, souriant comme s'ils venaient de gagner un prix. La section des commentaires a explosé presque instantanément. Wow, c'était rapide. Sa femme n'a-t-elle pas juste perdu? Son père. Certaines personnes n'ont absolument aucune honte. Maya a vu les photos et a ressenti une vive douleur, mais elle n'a pas répondu. Elle a simplement continué sa vie. Elle est allée à des rendez-vous chez le médecin, a préparé la chambre du bébé et a relu la lettre de son père encore et encore jusqu'à ce qu'elle en mémorise chaque mot. Chaque fois que quelqu'un lui demandait comment elle s'en sortait, Maya offrait un doux sourire et donnait la même réponse à chaque fois. « Je vais bien. » Et ce qui était étrange, c'est qu'elle l'était vraiment. Ce n'était pas parce que la trahison ne piquait pas, mais parce qu'elle avait appris une leçon que Marcus n'apprendrait jamais. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de se produire pour un public. Il attend simplement son heure. Pensez-y. La vraie force reste silencieuse jusqu'à ce que ce soit absolument nécessaire. La plupart des gens ressentent le besoin de diffuser leur pouvoir dès qu'ils l'obtiennent.
Mais ceux qui l'ont vraiment gagné savent mieux. Marcus a agi rapidement. Leur divorce a été officiellement prononcé en seulement 43 jours. Son nouveau mariage a eu lieu seulement 12 jours après cela. Maya a signé chaque document sans se battre. Elle n'a demandé aucune pension alimentaire. Elle n'a pas contesté les actifs qu'ils n'avaient pas vraiment. Elle n'a pris que ce qui était légalement sien, ce qui s'élevait à presque rien, et l'a autorisé à partir, croyant qu'il avait géré toute la situation avec maturité. Il a fait un post public à ce sujet, une déclaration très soigneusement rédigée sur le fait d'aller de l'avant avec grâce et de choisir son propre bonheur. Les commentaires ont afflué, un mélange de soutien et de dégoût. Bien pour toi, mec. La vie est trop courte. Tu ne pouvais sérieusement pas attendre 6 mois? Son père est littéralement juste décédé. C'est la raison exacte pour laquelle les gens ont perdu confiance dans le mariage. Isabelle a également posté quelque chose. C'était une photo de sa main montrant une toute nouvelle bague. La légende disait « Quand on sait, on sait ». Internet avait certainement ses opinions et elles étaient très fortes. Maya est devenue le sujet des histoires que les gens racontaient lors de dîners. La femme enceinte dont le mari l'avait abandonnée. La femme qui n'avait jamais prononcé un seul mot pour sa propre défense. Celle que tout le monde regardait, attendant juste de voir quand elle allait finalement craquer. Son mari l'avait quittée immédiatement après les funérailles de son père. L'histoire était sympathique, tragique et un peu pathétique. Elle entendait tout cela de la part d'autres personnes. Des amis qui ne savaient pas quoi dire, des connaissances qui lui envoyaient des SMS maladroits, de parfaits inconnus sur Internet qui se disputaient pour savoir si Marcus était un monstre ou s'il était simplement honnête à propos de ses sentiments. Elle n'a jamais corrigé personne, ne s'est jamais défendue et n'a jamais expliqué qu'elle allait bien. En fait, elle allait mieux que bien. Elle a juste gardé la tête basse et est restée patiente. Parce que son père lui avait enseigné quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. L'opinion publique est temporaire, mais le caractère d'une personne est permanent. Et à ce moment-là, Marcus montrait au monde entier exactement qui il était. Elle n'avait rien à dire du tout. Au 7e mois de sa grossesse, le bruit public s'était en grande partie estompé. Les gens étaient prêts à de nouveaux scandales, à des potins plus frais et au divorce compliqué de quelqu'un d'autre. Maya a occupé ses journées à assembler des meubles de chambre d'enfants, à laver des vêtements de bébé et à lire des livres sur l'accouchement qui la terrifiaient et la réconfortaient à la fois. Victor l'appelait une fois par semaine pour prendre des nouvelles, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elle lui disait toujours oui, même quand la vraie réponse était bien plus complexe, elle n'avait pas de problème d'argent. Victor avait mis en place un petit paiement mensuel qui couvrait son loyer, sa nourriture et ses factures de médecin sans éveiller de soupçons, mais elle luttait avec ses émotions, non pas à cause de Marcus, mais à cause de son silence complet et absolu. Son père était parti. Son mari était parti. Et la seule personne qui aurait pu comprendre ce qu'elle vivait était un homme qu'elle ne rencontrerait jamais. C'était la version de son père qui avait fait face à la même décision impossible 30 ans auparavant. Puis, un mardi de fin septembre, quelque chose est apparu dans sa boîte aux lettres. C'était une enveloppe de couleur crème faite de papier épais, avec son nom écrit dans une belle écriture et pas d'adresse de retour. Elle l'a ouverte avec soin. À l'intérieur, il y avait une invitation. Elle disait « Vous êtes cordialement invité à l'événement inaugural de la Fondation Richardson Hartwell. » Son souffle s'est coupé dans sa gorge. Elle a relu les mots. Richardson Hartwell était le vrai nom de son père, et par extension le sien aussi. L'événement était prévu pour le 14 octobre. C'était une soirée cravate noire dans un lieu privé avec un nombre limité d'invités. Tout en bas, et en plus petit caractère, il était dit « Votre présence est requise en tant que principal honoré de la Fondation. » Elle n'avait aucune idée de quoi il s'agissait. Victor n'avait jamais mentionné de fondation. La lettre de son père n'en avait pas parlé non plus. Elle a sorti son téléphone et a composé le numéro de Victor. Il a décroché à la 2e sonnerie.
Vous avez reçu l'invitation, a-t-il dit plus comme une déclaration que comme une question. Qu'est-ce que tout cela? C'est le projet final de votre père. Il a passé 2 ans à le planifier avant de tomber malade. J'ai mis son plan en action depuis son décès. C'est le moment. Le moment de quoi? Victor a fait une pause un instant avant de dire doucement, il est temps que les gens comprennent enfin qui vous êtes vraiment. Son cœur a commencé à s'emballer. Je n'ai pas consenti à tout cela. Vous n'avez rien à faire qui ne vous mette mal à l'aise, mais l'événement a définitivement lieu et la liste des invités a déjà été finalisée. Qui est sur la liste? Il y a eu une autre pause. Tous ceux qui comptent, et cela inclut Marcus. L'annonce officielle a été publiée 3 jours plus tard. Un communiqué de presse professionnel et soigné a été envoyé aux médias locaux et aux groupes à but non lucratif à travers l'État. La Fondation Richardson Hartwell est lancée avec une dotation de 50 millions de dollars pour soutenir l'accès à l'éducation, le développement de la main-d'œuvre et les ménages monoparentaux. La Fondation Richardson Hartwell, nouvellement formée, tiendra son tout premier gala de collecte de fonds le mois prochain. La fondation a été créée pour honorer l'héritage de James Richardson, qui a passé plus de 3 décennies à servir sa communauté de manière discrète et significative. L'article présentait une photo de son père, non pas dans son uniforme de concierge, mais une d'il y a de nombreuses années où il se tenait en costume, ressemblant à quelqu'un qui appartenait à un conseil d'administration. Les gens qui l'avaient connu étaient confus. « Attendez, c'est le gars de l'école primaire? » Je n'avais aucune idée qu'il était riche. Qui paye pour tout cela? Le communiqué de presse n'a pas fourni de réponse. Il a identifié Victor Kine comme directeur exécutif et a listé un conseil d'administrateurs avec des noms que personne dans la région ne reconnaissait. Il a également mentionné un donateur fondateur anonyme dont le généreux don avait rendu l'ensemble du projet possible. La réaction de la communauté fut prudente. Un mélange de curiosité et de scepticisme. 50 millions de dollars n'apparaissent pas de nulle part. Et James Richardson, l'homme qui lavait les sols et réparait les tuyaux qui fuyaient, ne semblait pas être le genre de personne qui aurait ce genre d'argent. Des rumeurs ont commencé à se répandre. Certaines personnes croyaient que c'était une arnaque. D'autres pensaient qu'une célébrité ou un politicien utilisait le nom de son père à son propre profit. Quelques-uns pensaient même que Maya avait reçu un gros règlement de Marcus et l'utilisait pour améliorer son image publique. Personne n'a deviné la vraie histoire parce que la vérité était simplement trop bizarre pour être crue. Maya a tout observé à distance de sécurité. Elle n'a fait aucun commentaire, n'a offert aucune clarification et ne s'est pas impliquée dans la spéculation. Victor était en charge de tout. Il s'occupait de toutes les demandes de presse, de la planification de l'événement et des arrangements avec les fournisseurs. La seule chose qu'elle avait à faire était de se présenter. Mais la liste des invités pesait lourdement sur son esprit. Victor la lui avait envoyée par un courriel crypté. Il y avait 200 noms, y compris des donateurs, des leaders communautaires, des politiciens locaux et des personnes avec qui son père avait travaillé au fil des ans. Et là, près du bas de la liste, se trouvait Marcus Chown, plus un invité. Son estomac s'est noué. « Pourquoi est-il invité ?» a-t-elle demandé à Victor au téléphone. Votre père l'a spécifiquement demandé. Quoi? Il a laissé des instructions détaillées, y compris les noms exacts. Marcus en faisait partie. Cela n'a aucun sens. Papa est décédé avant même que Marcus ne demande le divorce. Votre père était très perspicace, a dit Victor, choisissant ses mots avec soin. Il avait une façon de voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Elle a laissé cela s'imprégner, essayant de le comprendre. Son père l'avait su, peut-être pas les détails, mais il savait que c'était une possibilité, et il s'était assuré que Marcus serait présent la nuit où tout serait révélé. Ce n'était pas pour la vengeance, mais à des fins d'éducation. « Je ne sais pas si je peux faire cela, » a avoué Maya. « Vous n'avez pas à le faire, » l'a assuré Victor. « Mais si vous n'y allez pas, vous passerez le reste de votre vie à vous demander ce qui aurait pu être. » Elle a pensé à la lettre de son père
à la patience et à laisser les gens montrer leur vraie couleur. Il amènera Isabelle, a-t-elle dit d'une voix calme. Probablement, et les gens parleront. Ils parlent déjà. Elle a expiré longuement et a senti le bébé bouger en elle alors qu'elle posait une main sur son ventre. D'accord, a-t-elle dit enfin, j'y serai. Bien, a répondu Victor, parce que cet événement ne le concerne pas. Il vous concerne et il est temps que les gens comprennent cette distinction. Le lieu était absolument époustouflant. C'était un ancien domaine qui avait été transformé en centre événementiel. Des lustres qui ressemblaient à des cascades gelées pendaient du plafond. Les sols étaient si polis qu'ils reflétaient parfaitement la vue d'en haut. Les tables étaient recouvertes de linge qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Maya est arrivée 30 minutes avant l'heure prévue de l'événement. Victor l'a rencontrée à une entrée latérale privée. Il l'a regardée une fois et a souri. « Vous êtes absolument parfaite », a-t-il dit. Elle avait choisi sa tenue très soigneusement. C'était une robe vert émeraude avec une taille empire pour accommoder sa grossesse très proéminente. Ses cheveux étaient attachés dans un style simple. Elle portait très peu de bijoux, sauf une pièce spéciale, un collier de diamants qui avait été rangé dans le coffre-fort. C'était vintage, élégant et discret, à moins que vous ne sachiez ce que vous regardiez. Elle ne savait pas combien cela valait. Elle savait seulement qu'il avait appartenu à sa grand-mère. La femme que la famille de son père avait complètement exclue de leur vie avec lui. Le porter semblait juste. « Comment vous sentez-vous » a demandé Victor. « Je suis terrifié » a-t-elle admis. « Bien, cela signifie que vous faites attention. » Les invités ont commencé à arriver. Maya regardait depuis une pièce privée qui avait une fenêtre sans teint donnant sur la salle de bal principale. Elle a vu des visages familiers, des gens de l'église de son père, ses anciens collègues et des voisins qui le connaissaient depuis de nombreuses années. Et puis, elle a vu Marcus. Il est entré avec Isabelle à son bras. Isabelle portait une robe rouge audacieuse et confiante. C'était le genre de femme qui entrait dans une pièce et s'attendait à être remarquée. Marcus, en revanche, semblait mal à l'aise. Non pas à cause de l'événement chic, mais parce qu'il n'avait aucune idée de la raison de sa présence. Il a regardé autour de la pièce, cherchant Maya, mais il ne l'a probablement pas vue. Isabelle l'a mené au bar. Ils ont pris des verres et ont souri à des gens qu'ils ne connaissaient pas, jouant le rôle d'un couple heureux et prospère. Maya pouvait sentir son propre pouls battre dans sa gorge. Victor est soudainement apparu à côté d'elle. « Vous n'avez pas à y aller tout de suite. Nous pouvons attendre que le programme ait commencé. »« Non, » a dit Maya doucement. « Je veux entrer comme tout le monde. Êtes-vous sûr ?» Elle a hoché la tête parce que son père lui avait enseigné une leçon très importante. La confiance n'est pas de se sentir prête. C'est d'avancer même quand on ne l'est pas. Elle a quitté la pièce privée, a descendu un long couloir et s'est arrêtée à l'entrée du hall principal. Elle a pris une profonde inspiration, puis elle a franchi les portes. La pièce n'est pas devenue silencieuse d'un coup, mais toute l'atmosphère a changé. Le bavardage dans la pièce s'est éteint. Les conversations se sont arrêtées au milieu d'une phrase. Toutes les têtes se sont tournées, non pas parce qu'elle a fait une grande entrée, mais parce qu'elle était très clairement enceinte et marchait seule. Elle a pu voir la reconnaissance se répandre dans la foule, comme une ondulation dans un étang. Marcus l'a vu. Son expression est devenue complètement vide, puis a basculé vers la confusion, et finalement vers quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la panique. Isabelle s'est penchée et lui a murmuré quelque chose. Il n'a pas répondu. Il a juste continué à fixer. Maya n'a même pas regardé dans sa direction. Elle s'est déplacée avec un calme déterminé vers un siège réservé près de l'avant, s'est assise avec soin et a posé ses mains sur ses genoux. Juste respirer. Une femme qu'elle ne connaissait pas s'est approchée d'elle. Elle avait un visage gentil et âgé. « Vous devez être Maya », a-t-elle dit doucement. « Je le suis. Votre père parlait de vous tout le temps. Je suis tellement désolé pour votre perte. Merci. » La femme a offert d'un sourire chaleureux. « Il serait si fier de vous ce soir. »
Une boule s'est formée dans la gorge de Maya. Elle n'a pu que faire un petit signe de tête. Plus de gens sont venus lui offrir leurs condoléances et partager de bons souvenirs de son père. Et pendant tout ce temps, de l'autre côté de la pièce, Marcus était figé sur son siège parce qu'une pensée commençait à se former dans son esprit. Ce n'était pas juste un événement aléatoire. C'était son événement et il n'avait absolument aucune idée de ce qui allait se passer. Les lumières de la pièce ont commencé à s'éteindre. Un microphone a été installé au centre de la petite scène. Victor a été le premier à monter. « Bonsoir », a-t-il commencé. « Merci à tous d'être venus. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de lancer une fondation. Il s'agit d'honorer un homme qui a vécu selon ses valeurs chaque jour, surtout quand personne ne regardait. Il a parlé de son père, de son dévouement, de sa gentillesse discrète et de sa fiabilité. Les gens dans la pièce ont hoché la tête en signe d'accord. Quelques-uns ont essuyé doucement leurs yeux. Puis le ton de Victor a changé. Ce que la plupart d'entre vous ne savent pas, c'est que James Richardson a fait un choix très difficile il y a 34 ans. Il a renoncé à une vie d'une richesse et d'un privilège incroyable parce qu'il a refusé d'abandonner l'amour. Il a changé de nom, est parti de zéro et a construit une nouvelle vie basée sur son caractère, pas sur son héritage. Des murmures confus ont commencé à se répandre dans l'audience. Marcus s'est penché un peu, écoutant attentivement maintenant. Cette décision lui a coûté tout ce que sa famille considérait comme important, a poursuivi Victor. Mais cela lui a donné quelque chose de bien plus précieux. Son intégrité et une fille qui a hérité de ses principes au lieu de sa fortune. Victor a fait une pause, laissant ses mots s'imprégner. La Fondation Richardson Hartwell existe parce que James n'a jamais oublié d'où il venait. Et parce qu'il a passé 30 ans à s'assurer que sa fille aurait les moyens de construire quelque chose d'important sans le poids des attentes ou un sentiment de droit. Il a fait un geste vers Maya. C'est mon honneur de présenter la fondatrice de la Fondation et sa principale bienfaitrice, Maya Richardson. La pièce s'est remplie d'applaudissements, qui ont commencé poliment puis sont devenus beaucoup plus forts. Maya s'est levée lentement et a marché vers la scène. Chaque pas semblait lourd et délibéré. Elle a regardé le visage de Marcus changer alors qu'il traitait la nouvelle information. Sa confusion s'est transformée en compréhension. Cette compréhension s'est transformée en pure horreur. Il connectait enfin toutes les pièces. Richardson Hartwell était le vrai nom de son père. La dotation de 50 millions de dollars, la fondation, c'était tout elle. Isabelle l'a regardé, déconcertée par sa réaction. Il n'a pas offert d'explication. Il est juste resté assis là, regardant la femme qu'il avait quittée. La femme qui était enceinte de 6 mois, en deuil, et qu'il pensait briser, se tenait maintenant sur une scène devant 200 personnes qui comprenaient enfin ce qu'ils n'avaient jamais compris. Elle n'était pas une victime, elle était un héritage. Maya s'est approchée du microphone et l'a ajusté un peu. La pièce entière est devenue complètement silencieuse. Elle n'a pas regardé Marcus. Elle a regardé les gens qui avaient aimé son père, ceux qui étaient venus ce soir parce qu'ils se souvenaient de sa bonté. Et puis elle a commencé à parler. Sa voix était stable, pas tonitruante ou dramatique, juste parfaitement claire. Mon père m'a appris que les décisions les plus importantes que nous prenons sont celles que personne d'autre ne voit. Elle a fait une pause un instant. Il m'a appris que l'amour ne concerne pas ce qui est pratique. Il s'agit d'être là pour les gens, surtout quand c'est difficile, surtout quand personne ne regarde, et surtout quand vous avez toutes les excuses pour juste partir. Quelques personnes ont hoché la tête. Il m'a aussi appris que la richesse sans caractère n'est rien de plus que du bruit, que le vrai pouvoir ne concerne pas ce que vous possédez. Il s'agit de ce que vous choisissez d'en faire quand personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Elle a jeté un coup d'œil à ses notes et a pris une profonde inspiration. La plupart d'entre vous connaissaient mon père comme un concierge, un homme d'entretien, quelqu'un qui se présentait toujours tôt, restait tard et n'a jamais demandé le moindre crédit. Elle a regardé la foule. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il était né dans l'une des familles les plus riches de la côte Est.
Il était censé hériter d'un empire entier. Mais il a tout abandonné parce que les gens qui contrôlent cette richesse lui ont dit que l'amour n'en valait pas la peine. Il y a eu des halètements et des murmures audibles. Il leur a prouvé qu'ils avaient tort. Sa voix est restée forte. Il a passé 34 ans de sa vie comme preuve vivante qu'une bonne vie ne se mesure pas à vos biens. Elle se mesure à votre intégrité. Et quand il est décédé, il m'a laissé quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Elle s'est arrêtée un instant. Il m'a laissé un choix. La pièce était absolument immobile. J'aurais pu garder tout cela secret. J'aurais pu prendre ce qu'il avait bâti pour moi et disparaître. Personne n'aurait jamais su. Personne n'aurait même été intéressé. Elle a regardé directement l'auditoire maintenant. Mais mon père n'a pas caché sa richesse parce qu'il en avait honte. Il l'a cachée parce qu'il voulait que je grandisse en sachant qui j'étais bien avant de savoir ce que j'avais. Elle a laissé cette idée flotter dans l'air. Et maintenant que je connais les deux, je choisis de faire ce qu'il aurait fait. Je vais construire quelque chose qui compte. J'aiderai les gens qui ont été négligés. Je soutiendrai les familles qui n'ont pas de filet de sécurité. Victor s'est avancé et a placé un document sur le pupitre à côté d'elle. La fondation Richardson Hartwell a été créée avec un don initial de 50 millions de dollars et elle a une structure à long terme conçue pour en faire une source d'impact générationnel durable. Les applaudissements ont commencé à monter, mais elle n'avait pas terminé. Ces 50 millions de dollars représentent moins de 1% de la fiducie totale que mon père a créée à mon nom. Les applaudissements ont cessé brusquement. Les gens se sont regardés, essayant de calculer les chiffres dans leur tête. La valorisation complète au dernier trimestre est de 5,2 milliards de dollars. Il y eut un silence complet. Mais ce n'était pas le silence du choc, c'était le silence d'une profonde réalisation. Elle ne sourit pas ou ne sembla pas triomphante. Elle le déclara simplement comme un fait. Je vous dis tout cela non pas pour vous impressionner, mais pour que les choses soient parfaitement claires. Mon père ne m'a pas élevé pour être riche. Il m'a élevé pour être responsable, et c'est exactement ce que je compte être. Elle s'est éloignée du microphone. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas seulement polis, c'était un rugissement. Les gens se sont levés en applaudissant, et certains pleuraient de même. Maya a quitté la scène avec calme, est retournée à sa place, et de l'autre côté de la pièce. Marcus est juste resté assis, complètement immobile. Son visage était devenu pâle. Ses mains serraient le bord de sa table. Isabelle essayait de lui dire quelque chose. Il n'écoutait pas. Il faisait le calcul dans sa tête. La femme qu'il avait quittée, pensant qu'elle n'avait absolument rien, venait de révéler qu'elle contrôlait plus de richesses qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer en 10 vies, et qu'il avait tout abandonné. Non pas parce qu'elle n'était pas assez pour lui, mais parce qu'il n'avait même jamais pris la peine de demander qui elle était vraiment. Si vous avez jamais sous-estimé quelqu'un juste parce qu'il était silencieux, c'est votre moment de vous asseoir avec ce sentiment inconfortable. Abonnez-vous si vous croyez que la loyauté et le caractère ont encore de la valeur, parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Marcus a essayé de faire une sortie rapide. Dès que Maya a quitté la scène, il s'est levé, a attrapé la main d'Isabelle et a marmonné quelque chose à propos d'avoir besoin d'air frais. Mais Victor était plus rapide. Il n'a pas bloqué son chemin. Il s'est juste tenu près de la sortie avec un sourire calme, un regard calme et connaisseur qui disait tout ce qu'il avait besoin de dire sans un seul mot. Marcus a figé. Isabelle avait l'air confuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne lui a pas répondu. Il ne le pouvait pas. Parce que pouvait-il bien dire? Que la femme dont il avait divorcé il y a seulement 8 semaines, celle qu'il avait abandonnée alors qu'elle était enceinte et en deuil, venait de se révéler être l'une des personnes les plus riches de l'État. Qu'il avait renoncé à des milliards de dollars parce qu'il ne pouvait pas se donner la peine de rester dans les moments difficiles. Que chaque choix qu'il avait fait au cours des 6 derniers mois avait été basé sur une idée complètement fausse de qui détenait réellement le pouvoir. Isabelle lui a tiré le bras. « Marcus, parle-moi. » Il s'est rassis comme un robot,
se sentant complètement engourdis. Tout autour d'eux, les gens célébraient, parlant avec enthousiasme de la fondation, de l'incroyable aplomb de Maya et de l'histoire extraordinaire de son père. Quelqu'un à proximité a dit « Pouvez-vous imaginer renoncer à autant d'argent juste pour épouser la personne que vous aimiez? C'est si rare. » Une autre personne a ajouté « Et élever une fille qui s'est avérée si terre-à-terre, c'est encore plus rare. » Marcus a entendu chaque mot. Chacun était un rappel brutal de l'homme qu'il n'avait pas réussi à être. Il a jeté un coup d'œil vers Maya. Elle était maintenant entourée de gens qui la remerciaient, l'embrassaient et lui offraient leur soutien. Elle avait l'air épuisée, mais sa résolution était ferme. Elle n'a même pas regardé dans sa direction une seule fois. Non pas parce qu'elle était rancunière, mais parce qu'il n'était tout simplement plus important. Isabelle a finalement tout compris. « Attends », a-t-elle dit lentement. « C'est ton ex-femme, il a juste hoché la tête. Celle dont tu as dit qu'elle n'avait rien. Il n'a pas dit un mot. » Elle a retiré légèrement sa main de lui, fixant. « Marcus, combien de tout cela savais-tu? »« Rien, » a-t-il dit d'une voix calme. « Je ne savais rien, tu n'as pas demandé. » Il l'a regardé et a vu son expression changer juste devant ses yeux. Il pouvait l'avoir tout recalculé. Elle n'était pas en colère. Elle l'évaluait, se demandant si elle avait commis une terrible erreur en liant son avenir à quelqu'un qui pouvait si mal juger une situation. Il l'a vu, il l'a senti, et il a réalisé que cela devait être ce que Maya avait ressenti. Regardez quelqu'un en qui vous aviez entièrement confiance réévaluer votre valeur en fonction de nouvelles informations. C'était profondément humiliant. « J'ai besoin de lui parler, » a-t-il dit tout à coup. « Ne fais pas ça, » l'a averti Isabelle. « Je dois, Marcus, laisse juste tomber. » Mais il était déjà debout, se dirigeant vers Maya. Victor l'a intercepté en douceur, sa manière polie, mais inflexible. « Elle n'est pas disponible en ce moment. J'ai juste besoin de 5 minutes. Elle n'est pas intéressée. » La mâchoire de Marcus s'est crispée. « Tu ne peux pas parler pour elle. Je n'ai pas à le faire. Elle m'a demandé de m'assurer que vous compreniez. Il n'y a plus rien à discuter. » Les mots se sont sentis comme une lourde porte qui claque. C'était final, permanent. Marcus est resté là, inutile, pendant que la femme qu'il avait si mal sous-estimée continuait ses conversations avec des gens qui étaient réellement importants pour elle. Il avait voulu une sorte de clôture, une explication, peut-être même un pardon. Mais Maya ne lui devait rien de tout cela, et elle n'allait pas les lui donner. 10 minutes plus tard, elle est partie tranquillement par une sortie latérale. Il n'y a pas eu de grand adieu, elle était juste partie. Marcus l'a regardée partir et a compris pour la première fois de toute sa vie ce que c'était que d'être complètement et absolument insignifiant. Naomi Grace Richardson est arrivée un jeudi. Elle pesait 7 livres et 4 onces, avait une tête pleine de cheveux foncés et regardait le monde à travers les yeux de son grand-père. Maya l'a bercée pour la première fois dans une chambre d'hôpital qui semblait parfaitement silencieuse. Il n'y avait pas de mari arpentant les couloirs, pas de famille élargie dans la salle d'attente. Il n'y avait que Victor qui avait insisté pour être là et une infirmière gentille nommée Petra. Petra est restée longtemps après la fin de son service, croyant que personne ne devrait accueillir un enfant seul au monde. « Elle est absolument parfaite », a chuchoté Petra. Maya ne pouvait que hocher la tête alors que les larmes coulaient sur son visage. Son père aurait dû être là pour tenir sa petite fille et voir la belle vie qu'il avait si durement combattue pour protéger. Le poids du bébé dans ses bras ressemblait à une promesse tenue, un avenir assuré par un homme qui ne le verrait jamais. Maya a regardé le visage de Naomi, une petite toile impeccable de pur potentiel. « Ma douce fille, je te protégerai toujours », a-t-elle murmuré. Mais son père était parti et Maya savait qu'elle devait suffire pour eux deux. Elle a étudié les traits de Naomi, traçant les lignes de ses minuscules doigts et mémorisant chaque détail. « Ton grand-père t'a aimé bien avant que tu ne sois même là », a-t-elle chuchoté au bébé. « Il s'est assuré que tu aurais une vie sûre, sécurisée et pleine de liberté. »
Naomi a poussé un petit bâillement, une créature incroyablement petite mais complètement entière. Victor s'est rapproché, son expression pleine de chaleur grand-parentale, alors qu'il regardait le nouveau-né. James aurait explosé de fierté, a-t-il dit doucement. Tu as fait une bonne chose, Maya. Elle a expiré longuement et lentement. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, c'est survivre. Il a souri. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent dire. Elle a passé 2 jours de plus à l'hôpital à apprendre les rythmes des soins infirmiers, la mécanique du changement de couche et comment fonctionner avec seulement 2 heures de sommeil. Un bouquet de fleurs est arrivé de Marcus. Elles étaient génériques, accompagnées d'une carte avec un simple message. Félicitations, je vous souhaite le meilleur à tous les deux. Elle les a jetées à la poubelle sans hésiter. Ce n'était pas un acte de colère, mais une simple reconnaissance de leur insignifiance. C'était un geste vide d'un homme qui avait déjà fait le choix d'être distant. À peu près au même moment, Isabelle a partagé une nouvelle photo sur les réseaux sociaux. Elle la montrait, elle et Marcus, lors d'un brunch ensoleillé, tous deux souriant brillamment. La légende disait « Choisir la joie chaque jour ». Maya n'a même pas pris la peine de lire les commentaires. Sa concentration était sur des choses plus importantes. Quand elle a finalement ramené Naomi à la maison, l'appartement semblait transformé. L'espace semblait plus petit et plus silencieux. Pourtant, il était rempli d'une nouvelle sorte de présence qu'il n'avait jamais eue auparavant. Elle a placé le berceau juste à côté de son lit. Au-dessus, elle a accroché le mobile que son père avait acheté des mois avant que sa maladie ne le consume. Il avait lui-même sculpté les animaux en bois pendant de longues nuits sans sommeil. Elle les a découverts dans son appartement après son décès, emballés avec soin et attachés à une petite note qui disait « Pour quand elle arrivera ». Maintenant, ces mêmes petits animaux tournaient doucement au-dessus de sa petite fille, projetant des ombres douces et dansantes sur le mur. Maya s'est installée dans le fauteuil à bascule et a serré Naomi. Elle a commencé à chanter une berceuse que son père lui chantait d'enfant quand elle ne pouvait pas dormir. Et pour la première fois depuis sa mort, un sentiment qui ressemblait à la paix l'a envahi. Le chagrin n'avait pas disparu, mais elle commençait enfin à saisir la leçon qu'il avait essayé de lui enseigner tout le temps. Héritage ne concerne pas les choses que vous laissez derrière vous pour les gens. Il concerne les gens que vous élevez pour qu'ils continuent. La fondation a grandi à un rythme qui a surpris tout le monde. En seulement 6 mois, elle avait déjà financé des bourses pour 40 étudiants. Ils ont ouvert un nouveau centre de formation professionnelle et ont établi des partenariats avec 3 organisations à but non lucratif local. Ces groupes ont fourni une aide d'urgence aux parents isolés qui faisaient face à l'expulsion ou qui étaient submergés par les dettes médicales. Maya a géré tout cela sans faste. Il n'y a pas eu de tournée de presse, pas de grande cérémonie d'inauguration, et elle n'a donné des discours que lorsque c'était absolument nécessaire. Elle s'est simplement présentée, a pris les décisions importantes, a signé les chèques qui ont changé la vie des gens, puis est rentrée chez elle auprès de sa fille. Les gens ont commencé à la reconnaître dans la rue, non pas comme une sorte de célébrité, mais comme une personne qui faisait une réelle différence. Une femme d'une 30aine d'années l'a approchée un jour dans une épicerie, les yeux remplis de larmes. « Vous avez payé les frais de scolarité de mon fils », a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Je ne suis pas sûr si vous vous souvenez de lui, mais il est la première personne de toute notre famille à jamais fréquenter l'université. C'est tout grâce à vous. » Maya lui a offert un doux sourire. « C'est grâce à votre fils, c'est lui qui l'a mérité. » « Non, » a insisté la femme en secouant la tête. « C'est parce que quelqu'un a cru qu'il valait l'investissement. Merci beaucoup. Des moments comme ça sont devenus de plus en plus fréquents. » Elle a reçu des lettres, des emails et a eu des rencontres fortuites avec des gens dont la vie avait été complètement changée parce que la fondation était là pour aider. Maya a gardé chaque lettre. Elle les lisait les jours difficiles chaque fois qu'elle commençait à douter si son travail comptait vraiment. Il comptait. Ce n'était pas l'argent lui-même, mais ce que cet argent rendait possible. Son père avait eu raison depuis le début.
La richesse sans but clair n'est rien de plus qu'un bruit vide. Mais la richesse utilisée avec intention, c'est ainsi que l'on construit un héritage. Au moment où Naomi a célébré son premier anniversaire, la Fondation avait étendu son rayon d'action à 3 comtés différents. Victor était en charge des opérations, tandis que Maya guidait la vision globale. Après un certain temps, les gens n'ont cessé de demander d'où venait tout l'argent. Ils étaient juste reconnaissants qu'il soit toujours là quand il était nécessaire. Marcus entendait parler du travail de Maya de temps en temps, par des amis communs sur les réseaux sociaux, ou lorsque son nom apparaissait discrètement dans des cercles qui le mettaient mal à l'aise. Il a essayé de faire un don une fois, envoyant un chèque de $5,000. Il l'a envoyé directement au bureau principal de la Fondation. Victor le lui a renvoyé. Il n'y avait pas de lettre d'explication, juste le chèque non encaissé et un seul mot écrit sur une note. Refusé. Marcus n'a plus jamais essayé de faire un don. Isabelle a fini par le quitter juste 14 mois après le gala. Son départ n'était pas dramatique, il était pratique. Elle avait enfin compris ce que Maya savait depuis le tout début. Marcus était le genre d'homme qui échangerait dès qu'il pensait avoir trouvé quelque chose de mieux et qui échangerait ensuite dès qu'il réalisait qu'il avait fait une erreur. Elle n'avait aucun intérêt à être la prochaine personne qu'il sous-estimait complètement. Leur divorce a été finalisé rapidement et discrètement. Presque personne n'y a même prêté attention parce qu'à ce moment-là, Marcus était devenu exactement ce que Maya avait prédit qu'il serait, insignifiant. Elle ne l'avait pas détruit. Elle avait simplement construit une nouvelle vie sans lui. Ce faisant, elle l'avait transformé en une simple note de bas de page dans une histoire qui, en premier lieu, ne l'avait jamais vraiment concernée. Marcus n'a vu Naomi qu'une seule fois, et ce fut complètement par accident. Il se promenait dans un parc près de son bureau quand il les a remarqués. Maya poussait une poussette et Naomi, qui avait probablement environ 18 mois, montrait les oiseaux et babillait d'excitation. Maya avait l'air différente. Elle semblait plus forte et plus à l'aise avec elle-même qu'elle ne l'avait jamais été lorsqu'ils étaient mariés. Un instant, il a envisagé de s'approcher d'elle pour dire quelque chose, mais il a ensuite vu que Victor était là aussi. Victor marchait juste à côté d'elle, riant de quelque chose que Naomi venait de dire. Il était présent d'une manière que Marcus n'avait jamais été, alors il est resté en retrait et les a observés de loin. Naomi avait le sourire de sa mère et les yeux de son grand-père. Elle avait l'air en bonne santé, heureuse et profondément aimée. Un sentiment étrange s'est tordu dans la poitrine de Marcus. Ce n'était pas tout à fait de la jalousie. C'était un sentiment de reconnaissance. Il a réalisé qu'il avait eu la chance de faire partie de cette vie. Il aurait pu être l'homme poussant cette poussette, celui qui écoutait le rire de sa fille. Il aurait pu construire quelque chose de significatif, mais il avait choisi un chemin différent. Ce n'était pas parce que Maya n'était pas assez pour lui, mais parce qu'il s'était convaincu qu'elle était trop d'efforts. Il avait voulu une vie facile, commode et simple. Ce qu'il a eu, c'est une vie vide. Isabelle était partie. Sa réputation professionnelle avait subi une série de coups silencieux. Il n'a pas réalisé l'ampleur des dégâts avant que les gens ne cessent simplement de répondre à ses appels. La vie qu'il pensait améliorer lui semblait plus creuse chaque année qui passait. Dans le même temps, Maya avait construit quelque chose d'indéniable. Elle ne l'a pas fait bruyamment ou avec un quelconque sentiment de vengeance, mais avec une détermination calme et constante. La Fondation a continué de croître. Son nom a commencé à apparaître dans des contextes qui comptaient vraiment, comme dans des panels d'éducation, des conseils d'administration d'organisations à but non lucratif et des comités de planification communautaire. Elle n'a jamais couru après la reconnaissance, mais celle-ci l'a trouvée quand même parce que les gens respecteront toujours la compétence, et elle avait prouvé sa compétence maintes et maintes fois. Marcus, en revanche, avait complètement stagné. Sa carrière avait atteint un plateau. Toutes ses relations restaient superficielles. Sa vie ressemblait plus à une performance qu'il jouait qu'à quelque chose qu'il vivait réellement. Parfois, il pensait à la contacter,
peut-être à envoyer des excuses ou à essayer de s'expliquer. Mais que pouvait-il bien dire? Je suis désolé de t'avoir quitté quand les choses sont devenues difficiles. Je suis désolé de ne pas avoir pu voir ta vraie valeur. Je suis désolé d'avoir été trop arrogant pour même poser des questions. Rien de tout cela ne changerait quoi que ce soit. Maya était passé à autre chose, complètement et définitivement. Il est resté seul avec une leçon douloureuse qui était arrivée bien trop tard pour être d'une quelconque utilité. Des années passèrent, Naomi commença la maternelle. La fondation célébra son 5e anniversaire. Le nom de Maya apparut enfin dans un journal économique. Le profil était intitulé La philanthrope dont vous n'avez jamais entendu parler. L'article parlait de son père, de la fondation et de tout le travail incroyable qu'elle accomplissait. Il ne mentionnait Marcus qu'une seule fois, juste en passant. Il disait « Richardson avait été précédemment marié, même si mais cette mère célibataire depuis la naissance de sa fille, choisissant de se concentrer sur la famille et la philanthropie plutôt que sur les relations publiques. Ce n'était qu'une phrase le réduisant à un détail mineur. Il l'a lu 2 fois et a ressenti une vive piqûre. Ce n'était pas parce que les mots étaient cruels, mais parce qu'ils étaient complètement exacts. Il avait été rétrogradé à un détail, une brève phase de sa vie. Il était juste une personne qui avait été là pendant un court laps de temps et puis était parti avant que quelque chose de vraiment important ne se produise. Et la partie la plus douloureuse de tout cela était qu'il savait qu'il le méritait. Maya se tenait dans l'ancien appartement de son père une dernière fois avant la fin officielle du bail. 6 ans s'étaient écoulés depuis sa mort. 6 ans de construction, de croissance et d'apprentissage de qui elle était, quand il n'y avait personne d'autre pour le lui dire. Naomi passait l'après-midi avec Victor, ce qui a donné à Maya l'espace dont elle avait besoin pour clore ce dernier chapitre seul. Elle a traversé les pièces qui semblaient maintenant plus petites qu'elle ne s'en souvenait. Elle a passé sa main sur le comptoir de la cuisine où son père avait préparé des milliers de repas. Elle s'est assise sur le canapé où il avait dormi pendant 16 ans juste pour qu'elle puisse avoir la chambre. L'appartement était maintenant complètement vide. Les meubles avaient été donnés et ses affaires avaient été triées. Tout ce qui restait, c'était les souvenirs et une dernière enveloppe qu'elle avait gardée. C'était celle que Victor avait gardée pour elle jusqu'à ce qu'il sache qu'elle était prête. Elle l'a ouverte avec soin. Ma petite fille, si tu lis ceci, cela signifie que suffisamment de temps s'est écoulé pour que tu comprennes enfin ce que j'ai à te dire. La perte n'est pas une punition, la perte est une permission. C'est la permission de découvrir qui tu es quand il n'y a personne pour placer leurs attentes sur toi. C'est la permission de construire quelque chose qui reflète tes propres valeurs, au lieu de chercher l'approbation de quelqu'un d'autre. C'est la permission de t'éloigner de quiconque est incapable de voir ta valeur. Non pas parce que tu es rempli de colère, disons colère, mais parce que tu es bien trop occupé à construire quelque chose de mieux. Au fil des ans, tu as prouvé quelque chose que j'ai toujours su. Le caractère ne concerne pas ce que tu possèdes. Il s'agit de ce que tu choisis de faire quand tu as tout à perdre. Certaines personnes te diront que tu as eu de la chance, que tu as hérité de la richesse, du privilège et de l'opportunité. Laisse-les parler, parce que ce qu'elles ne comprendront jamais, c'est que la richesse sans sagesse n'est qu'un tas d'argent. Et toi, ma chère, tu avais de la sagesse bien avant d'avoir des ressources. Je suis si fier de toi. Non pas parce que tu as réussi, mais parce que tu as toujours été gentille, tu es resté terre à terre et tu as toujours été toi-même. C'est ton véritable héritage. Tout mon amour, papa. Elle a soigneusement plié la lettre, l'a glissée de nouveau dans son enveloppe et a essuyé les larmes de ses yeux. Puis elle a fermé la porte de l'appartement une dernière fois et est sortie sous le soleil éclatant de l'après-midi. Sa fille Naomi Welly l'attendait au bureau de Victor et elle a couru vers elle dès qu'elle est entrée. « Maman !» Maya a pris sa fille dans ses bras, la serrant fort. « As-tu passé un bon moment? » « Nous avons mangé de la crème glacée. »« Bien sûr que oui, » a dit Maya, souriant à Victor. Il a juste haussé les épaules avec un sourire joyeux. « Privilège de grand-père, a-t-il dit. »
Tous les trois ont marché jusqu'à la voiture ensemble, avec Naomi bavardant avec enthousiasme de sa journée et Victor posant des questions idiotes qui la faisaient rire. Alors que Maya attachait sa fille dans le siège auto, elle a regardé cette toute petite personne qui ne rencontrerait jamais son grand-père. Mais Maya savait qu'elle grandirait entourée de ses valeurs. Et à ce moment-là, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Elle a ressenti un profond sentiment de gratitude. Non pas pour les choses qu'on lui avait données, mais pour la personne qu'elle était maintenant libre de devenir. C'était parce que son père avait eu raison depuis le début. Le perdre n'était pas la fin, c'était le début. C'était la permission de finalement choisir la personne qu'elle voulait être. Pas d'excuses, pas de compromis et pas besoin de l'approbation de qui que ce soit d'autre. Et elle savait qu'elle avait bien choisi. Si cette histoire vous a fait réfléchir sur la loyauté, la patience ou la responsabilité, vous abonner signifie que vous choisissez des histoires qui vous rendent meilleur, pas seulement qui vous divertissent. Ne vous contentez pas de regarder, apprenez avec nous. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous apprécions vraiment votre soutien. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un commentaire ci-dessous. Nous aimons toujours savoir ce que vous en pensez. Et voici une bonne nouvelle. L'expérience ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez simplement sur la vidéo qui est juste ici sur votre écran pour plonger dans une autre histoire incroyable. Faites-nous confiance, vous ne voudrez pas la manquer. Merci encore d'être une partie si merveilleuse de notre communauté. Jusqu'à ce que nous vous revoyions, restez curieux et continuez à explorer les histoires qui touchent vraiment votre cœur. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe pour vous offrir des histoires significatives avec de précieuses leçons de vie. Chaque narration est conçue pour divertir, inspirer et responsabiliser notre public. Nous croyons que de grandes histoires peuvent changer des vies et nous nous engageons à vous apporter un contenu qui compte. Merci de faire partie de notre communauté.